noirs embarqués. Sur les 216 noirs, le navire est allé les chercher entre le Sénégal et l'Angola. Pourquoi? Parce que quand il arrive en Angola, il n'y a pas assez d'esclaves, pas assez d'esclaves en bon état. Hein? Pour qui connaît les côtes africaines, les Européens ont construit sur toute la façade atlantique des côtes africaines ce qu'on appelle des fortifications, des captiveries. Au Sénégal, c'est l'île de Gorée, c'est une captiverie. Au Bénin, c'est le fort Ouida, c'est une captiverie d'esclaves qui ont été installés par les Portugais, enfin ils se sont partagés. Et les Occidentaux ont installé ces captiveries-là. Vous allez au Ghana, vous avez le fort Elmina. Au Nigeria, le fort Badagry. Hein. Donc les Européens installent ces captiveries. Et lorsque les chefs africains, parce que ce sont les chefs africains qui ont le monopole de la vente des esclaves. Les navires bordelais, nantais, rochelais, havrais ne rentraient pas à l'intérieur des terres. Ils venaient, ils mouillaient sur les côtes. Et ce sont les chefs africains qui allaient chercher les esclaves. Les chefs africains n'ont jamais été victimes de la traite des noirs, de l'esclavage. Un certain nombre, quelques-uns ont pu par mésaventures être capturés parce qu'on a des récits. Mais en réalité, les chefs africains ont toujours été acteurs de ce commerce-là, complices. Les peuples africains ont été victimes. C'est ça la différence. Les peuples, oui. Mais les chefs africains, eux, ont été acteurs. Et il faut aussi faire attention au fait que les chefs africains ne vendaient pas leurs frères. Hein, parce que souvent, on dit ça. C'est un raccourci trop facile. Puisqu'en réalité, si les Africains étaient tous frères, c'est un peu comme si les Allemands étaient les frères des Français. Ils ont la même couleur de peau, ils vivent sur le même continent. Souvent même entre Allemands et Français, ils croient au même Dieu. Ça ne les a pas empêchés de se massacrer pendant des siècles. Donc ce n'est pas des frères. Donc les Africains ne sont pas des frères. Moi qui suis sénégalais, entre moi sénégalais et le Congolais, la nuit j'étais le français, on n'aurait pas pu communiquer. On ne croit pas au même Dieu, voilà, aucun lien. Donc les chefs africains ne vendaient pas leurs frères. Ils allaient chercher des gens d'autres tribus, bien entendu. Parce que sinon ce serait du suicide, quoi. On ne peut pas vendre ses propres frères, sinon on n'a plus de royaume, on n'a plus d'empire. Ça ne tient pas la route, quoi. Et c'était des hommes d'affaires avisés. Et ils ont commercé. Et ils interdisaient aux navires européens de pénétrer à l'intérieur des terres. Ce qui fait que l'échange se faisait sur les côtes. Donc ce navire-là, le Patriote, en 1788, il arrive sur les rives du Sénégal. La cargaison n'est pas en bon état, puisque ce sont les chefs africains qui allaient les chercher à l'intérieur des terres. Donc on les enchaîne. On les amène sur les côtes. Le transport peut être extrêmement périlleux. Certains arrivent malades, infirmes, ils sont très peu nourris. Et bien, lorsque le capitaine Paul-Alexandre Brizat, le capitaine du Patriote, arrive, il voit que la cargaison n'est pas en très bon état. Donc il ne peut pas reprendre la mer avec un investissement à perte. Donc ce qui fait qu'il va aller en Angola. L'Angola, c'est quand même plus bas, vous imaginez, pour compléter la cargaison. Donc il charge les esclaves à Foncale, ce qu'il avait pris au Sénégal, il va en Angola pour compléter. Et quand il quitte l'Angola, il a 216 noirs. Et pendant tout ce temps, bien sûr, entre le Sénégal et l'Angola, les esclaves sont à fond de canne. Et en Angola, il prend la mer avec 216 noirs. Sur les 216 noirs, à l'arrivée, il a déclaré 61 qui sont morts pendant la traversée de l'océan Atlantique. La traversée de l'océan Atlantique est terrible. Les historiens d'ailleurs disent que pour un esclave déporté, il y en a au moins 2 qui pouvaient mourir dans les conditions de la traversée de l'océan Atlantique. Pour un esclave déporté. Il y en avait au moins 2 qui pouvaient mourir. Et donc les esclaves sont chargés en foncale, tous enchaînés. Enchaînés pour des raisons de sécurité de l'équipage. Parce qu'il faut imaginer, 216, 300 esclaves libres face à 30 ou 40 personnes de l'équipage, ils les bouffent, quoi, tout cru, quoi. Donc on les enchaîne parce que pour des raisons de sécurité. L'équipage vit dans la peur, en réalité. Donc on les enchaîne, on les met à fond de cale. Hommes, femmes et enfants, on les met totalement nus. Pas pour des raisons de voyeurisme. Quoique il est vrai qu'avec les jeunes femmes négresses qu'il pouvait y avoir à bord, l'équipage pouvait se servir à volonté. Mais on les mettait nus pour des raisons sanitaires. Parce que les maladies se propageaient extrêmement vite. Vous imaginez 4 semaines au moins de traversée. Le scorbut, toutes ces maladies qu'on ne savait pas guérir à l'époque, ça se propageait vite. Ils faisaient tout sur place. Donc il faut pouvoir les monter sur le pont de temps à autre et les nettoyer. Avec de l'eau, surtout avec du vinaigre, hein, pour les rincer. Et pour que ce nettoyage soit le plus efficace, il valait mieux qu'ils soient nus. Hein, puisque habillés, c'était plus compliqué. C'est d'ailleurs la différence, hein, pour en parler un tout petit peu, entre la Shoah et l'esclavage. On en parlera à la prochaine étape, puisqu'à la prochaine étape, on sera dans la plantation. Mais dans l'esclavage, il n'y a pas de volonté d'extermination. Il y a eu extermination, mais disons par accident, quoi.
Voilà. Mais il n'y a pas une décision d'extermination, comme dans la Shoah, où on dit, voilà, ce peuple-là, on va le décapiter, on va le faire disparaître. Voilà. On va le gazer. Dans l'esclavage, c'est pas ça. C'est d'ailleurs pour ça que l'esclavage n'est pas un génocide. Hein. C'est un crime contre l'humanité. C'est la différence. Donc, on charge les esclaves à fond de cale et donc la mer prend, le navire prend la mer pour aller vers l'Amérique. Et ça pouvait durer au moins 4 semaines. Quand la mer était calme, ce qui est très rare. Ce qui était très rare à l'époque. Donc, 4 semaines pour aller en Amérique. On a un témoignage, c'est un des rares témoignages hein, d'esclaves. Vous vouliez, madame? Venez. Oui, allez, en fait, ici. je voilà, elle veut. Merci. Ce sont nos amis du restaurant. Voilà. On a un témoignage, c'est un des rares témoignages hein, d'un esclave qui s'est affranchi et qui a pu témoigner de son sort et de sa condition, de son histoire. C'est un esclave cubain qui s'appelle Oloda Equiano. Hein. Ça, c'est son nom africain. Hein. Son nom de baptême, c'est Gustavo Vassa. C'est un jeune Ibo. Hein. Si vous connaissez un peu le Nigeria, il y a une ethnie qui s'appelle les Ibo. Il y a les Yoruba, il y a les Ibo. Les Ibos, ils sont plus au sud d'ailleurs. La guerre du Biafra à l'époque des indépendances, c'était les Ibo contre les autres. Donc c'est un jeune esclave Ibo qui a été capturé à 12-13 ans, qui a été amené en Amérique. Il tombe sur un maître qui était plus humain que les autres. Il arrive à avoir un peu d'éducation et à s'affranchir. Parce qu'il y avait aussi ça, hein, on ne restait pas esclave toute sa vie. Il y avait des méthodes d'affranchissement. On en parlera d'ailleurs parce que dans le cinéma, on en rencontre, notamment dans les derniers films qui ont été faits sur l'esclavage. Il s'affranchit et il va écrire un livre. Il va participer au mouvement abolitionniste en Angleterre. Il va être pris en charge par les Quakers, qui sont les protestants. Et il va publier un livre. Il va publier un livre qui s'appelle Ma véritable histoire. C'est un livre que vous pouvez trouver hein, sur Internet, et même c'est vendu partout, dans les librairies. Ma véritable histoire, Oloda Equiano. Et dans ce livre, il raconte son sort et il dit notamment que lorsqu'on les a mis en contact, lorsqu'on les a fait monter sur le navire, qu'ils ont vu ces hommes blancs, ils étaient effrayés. Parce que c'est des gens qui n'avaient jamais vu d'altérité, d'hommes blancs. C'est des gens qui sont à l'intérieur des terres. C'est pas comme nous autres Sénégalais. Nous, on est sur les côtes. On a l'habitude de voir des gens différents. Tout le monde. Eux, vraiment, ils étaient extrêmement effrayés par le fait d'être en contact avec des hommes aussi différents d'eux. Mais en plus, ils disaient que lorsque ils voyaient ces hommes blancs, quand on les a fait monter sur le pont, et qu'ils voyaient ces hommes blancs boire cette liqueur rouge dans ce verre transparent, beaucoup d'entre eux pensaient qu'ils allaient être mangés. Mais oui, parce qu'ils ne pouvaient pas communiquer entre eux, hein, encore une fois. C'était volontairement, on mettait ensemble des gens qui ne pouvaient pas communiquer entre eux. Pour éviter toute forme de résistance, de dialogue, de discussion, tu vois, pour qu'ils ne puissent pas réfléchir ni penser. Donc, et même s'ils pouvaient communiquer entre eux, personne, bien sûr, n'était revenu d'Amérique en leur disant « Vous inquiétez pas, on ne va pas vous manger, voilà, on va juste vous mettre en esclavage pendant 400 ans, mais voilà. Hein, vous inquiétez pas, on ne va pas vous manger. » Donc, vous imaginez la terreur hein, qui pouvait habiter ces hommes-là pendant les semaines de la traversée de l'océan Atlantique. Ce que certains appellent la traversée du milieu est terrible. Les hommes qui débarquent en Amérique, on en parlera à la prochaine étape, sont des hommes qui deviennent vraiment autres. Voilà. Andiamo, on y va vers notre prochaine étape.